Je n'aurais jamais pensé que le gâteau d'anniversaire de mon petit-fils, Léo, serait le moment où je verrais enfin la vérité. J'avais passé toute la nuit à décorer ce gâteau. Le préféré de Léo, un château médiéval éclatant avec des tourelles en bonbons, des douves en fondant. Mes mains me faisaient mal à force de pétrir le glaçage épais. Mais peu importait. Voir son visage s'illuminer valait chaque seconde. Je portais le gâteau à la table de la fête champêtre, dans mon jardin d'Avignon, comme s'il était en verre, ma poitrine gonflée de fierté. Mais avant que je puisse le poser, la voix de Valérie tranchait le brouhaha. Forte, aiguë, cruel. Oh, Isabelle, ne t'inquiète pas, nous utiliserons un gâteau professionnel, pour qu'il ne semble pas si artisanal. Les invités riaient nerveusement. Je me figeais, mes mains tremblaient, tenant à peine le plateau. Mes oreilles brûlaient, je jetais un œil à Léo, doux petit Léo, 8 ans, qui serrait ma main fort. Ses petits doigts chauds, désespérés, murmurante. « Mais mamie, je veux ton gâteau. » Sa voix se brisait, presque suppliante. Mais Valérie, 35 ans, s'était déjà avancée, ses doigts manucurés saisissant le gâteau de pâtisserie, le plaçant au centre comme un trophée. L'énorme gâteau acheté brillait sous les guirlandes lumineuses, sa symétrie parfaite moquant mon désordre soigneux. Aimant, on ne peut pas avoir l'air d'un bricolage d'amateur, ajoutait-elle avec un petit rire, comme si cela atténuait la méchanceté. Moi, Isabelle Moreau, 62 ans, je restais là, humiliée, avec mon ridicule gâteau de château poussé sur le côté, comme une relique embarrassante du passé. Les invités évitaient mes yeux. Un collègue de Mathieu tentait de combler le silence avec une blague sur les échecs Pinterest. Ma gorge brûlait, mon estomac se nouait, mais je forçais un sourire. Comme toujours, ils aimaient mon gâteau. Quand ils étaient enfants, quand ils avaient besoin de moi, Valérie continuait. Assez fort pour que tous s'entendent. Franchement, c'est mignon. Ces petits passe-temps pour t'occuper. On apprécie l'effort. Mais tu sais, on veut que tout soit raffiné. Le mot « raffiné » frappait comme une gifle. Son ton mielleux cachait du venin. Mais derrière, quelque chose de plus froid, du rejet. Je n'étais pas juste une belle-mère pour elle. J'étais une plaisanterie. Une vieille femme bien intentionnée, incapable de comprendre la vie soignée. Cure-tête qu'il construisait, je tentais d'avaler, d'enfouir. Comme toujours, mais quelque chose en moi changeait. Une fissure, une écharde profonde dans ma poitrine. Ce n'était plus à propos d'un gâteau. C'était des années à sourire face à ses regards en coin, à mordre ma langue, tandis qu'elle critiquait mes vêtements, ma maison, mon éducation, à regarder Mathieu, 37 ans, resté là, silencieux. Encore, je restais là, visage brûlant, mains tremblant légèrement. Je sentais le poids des parents, amis, même des traiteurs. Leurs regards oscillant entre pitié, amusement discret. Mon petit-fils tenait encore ma main, essayant de tirer mon bras vers la table, vers mon petit gâteau de château, maintenant poussé dans un coin, comme une pensée après coup embarrassante. J'avalais difficilement, forçant une sourire. Ma poitrine se serrait, comme si une bande d'acier enserrait mes côtes. Personne ne parlait pour moi, ni Mathieu, ni Valérie. Pas même un poli. Oh, mais le gâteau de mamie est magnifique. C'est magnifique, ça aussi. Rien. Je restais là, exposée, dépouillée de dignité. Juste une femme vieillissante, sans importance, avec trop de temps libre. La première larme menaçait de me trahir, mais je la repoussais. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Pas aujourd'hui, pas encore. Après la fête, je m'asseyais seule à une petite table du café Le Livre et la tasse à Avignon. La maison enfin silencieuse, remplacée par le murmure des conversations littéraires, le tintement des tasses. Je fixais les tranches restantes de mon gâteau de château médiéval.
Le glaçage coloré commençait à s'affaisser. Une tourelle penchait, comme épuisée. Elle aussi. J'aurais dû le jeter, mais je ne le faisais pas. Ça semblait comme jeter une partie de moi-même. J'étais habituée à être seule ici. Après le décès de mon mari il y a 5 ans, il n'y avait que moi. Ma maison d'Avignon était petite, vieille, usée, ma mienne. Mon monde s'était réduit à quelques pièces, mes passe-temps tranquilles. Cuisiner, jardiner, lire et surtout, Léo. Mon dos Léo. Depuis 6 ans, je m'occupais de lui presque tous les après-midi, les week-ends, pendant que Mathieu et Valérie construisaient leur carrière, voyageaient pour le travail, assistaient à d'innombrables événements caritatifs. Ils le déposaient comme un colis, le récupéraient quand ça les arrangeait. Mais pour moi, chaque heure avec lui était précieuse. Il remplissait cette maison vide de vie, de questions, de rires. Je ne leur en voulais pas. Au début, je comprenais. Ils étaient occupés, les carrières exigeantes. Je savais ce que c'était de lutter. Travailler dur. J'avais été bibliothécaire pendant 30 ans avant de prendre ma retraite. Je ne gagnais pas beaucoup, mais j'aimais mon travail, la routine, le but tranquille. À la retraite, j'imaginais quelque chose de plus doux, plus de dîners ensemble, des fêtes remplies de chaleur. Peut-être même Valérie et toi devenant proches, comme mère et fille, une fois que nous aurions du temps. Au lieu de cela, ils voyaient mon temps libre comme le leur à remplir. Ma retraite devenait leur commodité, mon temps leur emploi du temps. Je ne disais jamais non, pas une fois, pas quand Valérie commençait à me présenter comme la babysitter intégrée, devant ses amis, rien comme une blague interne. Pas quand Mathieu arrivait en retard pour récupérer Léo, m'envoyant un texto désinvolte. En retard, garde-le un peu plus. Je souriais toujours. Disais, bien sûr, car chaque moment volé avec Léo en valait la peine. Ses petits bras autour de mon cou, sa voix criante. Mamie, en me voyant à la porte. C'était ma récompense. Mais ce soir, en raclant les restes du gâteau dans la poubelle, en essuyant le comptoir, je ne pouvais plus repousser ce qui grandissait en moi. L'humiliation, la colère discrète, la vérité lourde, douloureuse. Ils ne m'aimaient pas pour moi, ils aimaient ce que je faisais pour eux. Et si je cessais d'être utile, je ne finissais pas cette pensée. Pas encore. Je pliais mon torchon, éteignais la lumière du café. La maison craquait doucement, tandis que je rentrais me coucher. Mais mon esprit restait éveillé tard dans la nuit, rejoint cet instant à la fête, encore et encore. La petite voix de Léo murmurant. « Mamie, je préfère le tien. » C'était la seule chose qui me tenait ensemble. Le coup à la porte venait 2 jours plus tard. Je n'étais pas surprise. Mathieu attendait toujours, jusqu'à ce que Valérie soit hors de portée, avant de venir. C'était son schéma. Valérie Magneppe. Mathieu suivait avec des pansements, des excuses. J'ouvrais la porte. Il se tenait là, avec ce sourire timide, soigneusement répété, tenant un sac de plâtre à emporter, comme une offrande de paix. « Salut, maman !» disait-il légèrement, comme si rien ne s'était passé. J'ai pensé t'apporter à dîner. Je le laissais entrer. Car c'est ce que je faisais toujours. Nous nous asseyions à la table de la cuisine, nos fourchettes raclant les contenants bon marché. Il faisait la conversation au début. Le travail était chargé. Léo allait bien à l'école. Valérie était sous pression. Je hochetassais la tête, feignant d'écouter. Mais ma garde était levée. Enfin, sa voix s'adoucissait. Il me regardait avec ses yeux familiers, suppliants. À propos de l'autre jour, je voulais juste dire que je suis désolée de la manière dont Valérie s'est exprimée. Tu sais comment elle ne voulait pas te blesser.
Elle était juste stressée. Je posais ma fourchette soigneusement. « Stressée », répétais-je doucement. « Mathieu, tout ce que j'ai fait, c'est apporter un gâteau pour mon petit-fils. » Elle m'a humiliée devant tout le monde. Ses épaules s'affaissaient. « Je sais, maman, et tu as raison, elle n'aurait pas dû faire ça. » Il marquait une pause, tentait d'adoucir encore. « Mais tu sais, elle est inquiète. Avec tout ce qui se passe, les factures, les activités de Léo, la maison, les attentes de ses parents. C'est beaucoup. Voilà. J'attendais. » Et il continuait, voix plus basse, comme une confession. « Eh bien, nous espérions. Peut-être que tu pourrais aider à alléger les choses, juste temporairement. » Je le fixais. Sans parler, il sortait son téléphone, ouvrait une application bancaire, tournait l'écran vers moi, comme un magicien révélant un tour. Nous pensions, peut-être, si on ajoutait Valérie à ta carte de crédit, juste pour un moment, strictement pour les choses liées à Léo, frais scolaires, activités, tout ça. Je restais immobile, parfaitement immobile. La carte dont il parlait était liée à mon compte d'épargne retraite, celui construit soigneusement au fil des années, modeste, mais suffisant pour vivre confortablement. Si j'étais prudente, assez pour rester indépendante. Je prenais une lente inspiration. Et vous avez besoin de ma carte pour ça. Il se penchait, seulement parce que c'est plus facile maintenant. Maman, avec nos scores de crédit et tout. Eh bien, tu sais que c'est tendu. Ça aiderait énormément à Valérie. Juste pour quelques mois, tu garderais le contrôle total. Juste une petite extension pour Léo. La manière dont il disait « pour Léo », comme un hameçon parfaitement amorcé. Il savait où frapper. Je regardais mes mains, posées sur la table, les mêmes mains qu'il avait tenues quand il était malade, qui préparait ses déjeuners, qui applaudissait à chaque spectacle scolaire, qui tenait son nouveau-né, le petit-fils que j'aimais plus que tout. Et à cet instant, je faisais ce que je faisais toujours. Je disais « D'accord, si c'est temporaire », son visage s'illuminait. « Merci, maman, tu es la meilleure. » Il tendait la main à travers la table, serrait la mienne, mais cette fois, je ne serrais pas en retour. Ça ne prenait pas longtemps. Les dépenses commençaient petites. Fournitures scolaires pour Léo. Quelques commandes en ligne pour des applis éducatives. Des vêtements, des choses raisonnables. Des choses que je pouvais justifier, qui s'inscrivaient dans l'histoire. Pour Léo, que j'avais accepté. Mais en quelques semaines, le schéma changeait. Je remarquais d'abord les frais de spa, une boutique de luxe à Nîmes, celle que Valérie aimait vanter à ses amis. Puis venaient les chaussures de designer, les sacs à main, les traitements de beauté essentiels, des milliers d'euros drainés en jours. Rien pour Léo, rien pour personne d'autre qu'elle. Chaque fois que je vérifiais que les relevais, ma poitrine se serrait, mes mains tremblaient légèrement en parcourant la liste croissante des transactions, chaque dépense comme une petite aiguille piquant ma peau. Je voulais croire à une erreur, que Mathieu ne savait pas, que Valérie ne réalisait pas combien ça s'accumulait. Mais au fond, je savais mieux. Un soir, j'envoyais un texto à Mathieu, doucement. « Salut, chérie, je remarque des dépenses plus importantes récemment. Peut-on discuter ?» La réponse venait des heures plus tard. « Ne t'inquiète pas, maman. Valérie gère beaucoup ces temps-ci. Elle mérite un peu de gâterie. On remboursera bientôt. Je t'aime. Bientôt. » Ce mot semblait un verrou autour de ma gorge. Et je ne disais toujours rien. Pas encore. Je me disais que j'étais patiente. Qu'il valait mieux rester silencieuse. Leur donner du temps. Que c'était pour Léo. Que peut-être, en continuant à comprendre, il m'apprécierait de plus, verrait mes sacrifices, réaliserait combien je les soutenais. Mais la nuit, éveillée dans ma petite maison d'Avignon silencieuse, je fixais le plafond, laissais la colère se construire discrètement. Mon esprit murmurait la même question encore et encore.
Ferait-il jamais ça pour moi? Et chaque fois, la réponse pesait plus lourd. Non, l'amour qu'il me donnait avait un prix, et je commençais à voir que l'équilibre penchait. Le jour où j'appelais Monsieur Gérard Dubois, mon conseiller financier, mes mains tremblaient. Je ne lui avais pas parlé. Depuis ma retraite, il n'y avait jamais eu besoin. Ma petite pension, mes économies modestes, la maison entièrement payée. Assez pour m'en sortir, pour me sentir en sécurité. Jusqu'à maintenant, Isabelle accueillait-il chaleureusement, voix stable. Ça fait un moment, tout va bien, j'avalais, j'ai besoin de conseils. Nous nous rencontrions au cabinet Dubois à Nîmes le lendemain matin. Dès que je m'asseyais, je me sentais exposée, comme si dire à voix haute rendrait tout réel. Je lui tendais une copie imprimée des 2 derniers relevés. Il lissait en silence, son visage calme. Mais je voyais les petits changements, le bref rétrécissement des yeux, le serrement de la mâchoire. Quand il parlait enfin, sa voix était douce, mais claire. « Isabelle, ces dépenses n'ont rien à voir avec votre petit-fils. » Je hochais la tête, gorge brûlante, et ce n'est pas viable, ajoutait-il. Votre fonds de retraite était conçu pour durer, mais à ce rythme, il ne finissait pas. Pas besoin, je ne voulais pas faire de vagues, murmurai-je. C'est ma famille. Il croisait les mains, se penchait. C'est exactement pourquoi vous devez être prudente. Isabelle, j'ai vu ça avant. Vous leur avez donné accès, mais ils continueront à tirer. Tant que vous les laissez, il vous faut des limites. Le mot « limite » semblait étranger, presque ridicule. J'avais été élevée à croire que la famille était la limite. On protège, on donne, on sacrifiait, on endure. Mais je savais qu'il avait raison. « Que recommandez-vous » demandai-je, voix plus faible que voulu. « Commencez par le contrôle » disait-il. « Surveillez tout, gardez des registres. Et si vous êtes prête, limitez leur accès. » Avant que ça empire, je quittais son bureau avec un poids croissant dans la poitrine, à la fois terrifiant et étrangement stable. Pour la première fois depuis des mois, j'avais fait quelque chose pour moi. Ce soir-là, je m'asseyais à ma table de cuisine, papier, stylo en main, notant chaque dépense de Valérie, qui n'était pas pour Léo. La liste était longue. Chaque ligne que j'écrivais semblait un fil tirant plus fort dans mon estomac. Mais je continuais, car j'en avais fini d'ignorer. La tempête n'était pas encore là, mais je sentais le vent changer. Après cette réunion avec Monsieur Dubois, je me disais que je serais prudente, que je poserais des limites discrètes, mais avec son propre enfant, sa famille. Ces lignes se brouillent aussi facilement. Je commençais par réduire sur moi d'abord. Chaque dépense de Valérie, chaque euro drainé de mon compte, je compensais en dépensant moins pour mes besoins. J'annulais mon abonnement de jardinage, cessais d'aller à la boulangerie locale le samedi, sautais mon rendez-vous médical de routine, me disant que mon genou ne faisait pas si mal. Les petites joies qui remplissaient mes jours étaient discrètement mises de côté. Je puisais même dans mon petit fonds d'urgence, quand je voyais les totaux mensuels grimper plus haut que je ne pouvais supporter. Pour ne pas dire non à Mathieu, pour ne pas risquer de perdre ma place dans la vie de Léo. Car c'était ma vraie peur. Si je parlais, si je repoussais, je savais comment Valérie jouerait. Elle me traiterait de difficile, dirait que je cherchais à tout contrôler, raconterait à Mathieu que je causais des tensions. Et puis, lentement, il commencerait à éloigner Léo. Je le voyais si clairement, car c'était déjà arrivé de petites mains. Avant, ces derniers mois, il m'incluait moins de visites le week-end, moins de dîners spontanés. Il est occupé avec l'école. On essaie d'établir nos propres traditions familiales. Ne le prends pas personnellement. Maman, j'entendais les mots. Je souriais, hochais la tête à chaque fois. Mais je voyais le schéma. Je n'étais pas stupide. Il voulait mon aide, pas ma présence. Pourtant,
Je m'accrochais aux miettes que je pouvais obtenir. Je continuais à cuisiner pour Léo, déposant des biscuits. Quand Valérie le permettait, je tolérais les remarques condescendantes de Valérie sur mes recettes démodées, mes goûts dépassés. Je supportais les assurances de plus en plus vides de Mathieu, que les choses s'équilibreraient bientôt. Mais à l'intérieur, quelque chose commençait à se calcifier, s'édurcir. Je me rapetissais de plus en plus, juste pour rester dans leur orbite. Et le plus cruel, ils ne le remarquaient même pas, trop occupés à dépenser mon argent pour voir combien je m'effaçais discrètement. Mais je voyais, et chaque nuit, seule dans ma petite maison silencieuse, je commençais à me parler. Une seule question murmurait plus fort à chaque fois. Combien es-tu prête à perdre encore? Juste pour les garder à l'aise. C'était un jeudi soir, quand Mathieu appelait tard, le genre de tard, où on sait que ce n'est pas une bonne nouvelle. Je percevais le ton prudent dans sa voix, avant même qu'il parle. Le long soupir forcé, la fausse chaleur sur quelque chose de plus tranchant. « Salut. Maman, as-tu une minute? »« Bien sûr. Chérie, disais-je, bien que mon estomac se nouait déjà. Il ne perdait pas beaucoup de temps. Je sais que tu aides déjà beaucoup. Comment sait-il? Et on est vraiment reconnaissant. Maman, honnêtement, Valérie et moi parlions. Et avec tout ce qui se passe, ça devient un peu écrasant. Je restais silencieuse. Attendant, alors on a eu une idée, continuait-il. Quelque chose qui pourrait vraiment alléger la tension autour de l'argent. On pensait, peut-être, que ça aurait du sens si tu pouvais contribuer mensuellement. Ma poitrine se serrait. Quel genre de contribution? Demandai-je doucement, bien que je savais déjà. Rien d'énorme. Maman, juste peut-être 8 000 € par mois. Les mots tombaient comme une pierre dans mes entrailles. Je faillis rire. Je voulais l'absurdité, l'audace. 8 000 par mois, comme s'il me demandait un bol de sucre. Pourquoi exactement? Demandai-je enfin, voix calme. Stable, trop stable. Eh bien, tu sais, la garderie, de l'aide supplémentaire pour Léo. Les coûts domestiques. Les parents de Valérie nous mettent beaucoup de pression. Et tu as toujours dit vouloir nous soutenir. Ça rendrait tout plus fluide. J'entendais les empreintes de Valérie sur ses mots. Les phrases. Le cadrage. C'était sa voix à travers lui. Et vous pensez que c'est juste? Demandai-je. Toujours calme. Juste. Mathieu hésitait. Je veux dire, tu es dans une position financière confortable. Maman, tu as toujours dit avoir épargné pour la famille. Pour Léo, ça bénéficierait à Léo. Encore. Pour Léo, il l'utilisait toujours. Comme un bouclier. Comme un pion. Je sentais mes mains trembler sous la table. Mais ma voix restait égale. Mathieu, je pense qu'on devrait s'asseoir et en parler en personne, disais-je. Je veux m'assurer qu'on est tous très clairs. Il hésitait, déconcerté par mon ton. Oh, oui, bien sûr. Maman, on peut parler. Dis-moi quand ça t'arrange. Bientôt, disais-je doucement. Très bientôt, en raccrochant. Je restais dans le noir, le téléphone encore en main. Je ne pleurais pas. Plus maintenant. La partie de moi qui sanglotait de confusion après ces conversations. Cette partie était partie, à sa place. Quelque chose de plus froid, de plus net. Il ne demandait plus de l'aide. Il me saignait et à blanc. Mais maintenant, il devrait m'affronter, tout entière. Pour la première fois, j'arrivais à leur villa à Orange un dimanche, seule. Comme toujours, dès que j'entrais, je sentais l'air changer. Valérie m'attendait déjà, debout dans le salon, comme si elle animait une réunion. Plutôt que d'inviter la mère de son mari chez elle, son sourire était fragile, tendu sur son visage. Mathieu suivait, regardant partout sauf moi. « Maman, disait Valérie, voix mielleuse, froide. Merci d'être venue. » On pensait que ce serait mieux de discuter calmement,
en face à face. Je m'asseyais à leurs immenses tables à manger, celles que j'avais aidé à financer. Quand ils avaient acheté cette villa, mes mains reposaient sur mes genoux. Je ne souriais pas. Pas cette fois. Mathieu s'éclaircissait la gorge. Maman, comme je l'ai dit, c'est de plus en plus dur d'équilibrer tout. On est sous beaucoup de pression. Surtout pour l'avenir de Léo. Cette allocation, ça allégerait tout le monde. Je hochais lentement la tête. Je comprends que la vie est coûteuse. Mais je veux être très claire. Ce que vous demandez, ce n'est pas du soutien, c'est de la dépendance. Le visage de Valérie se durcissait immédiatement. Avec respect, Isabelle, vous êtes dramatique. Je gardais ma voix stable. Tu as eu accès total à mon crédit pendant des mois. Valérie, c'était censé être temporaire. Au lieu de ça, tu as dépensé des dizaines de milliers d'euros en articles de luxe qui n'ont rien à voir avec Léo. Son sourire s'aiguisait. Vous suivez chaque euro. Ça semble un peu obsessionnel. Non, Mathieu s'agitait, mal à l'aise à côté, mais ne disait rien. Je sentais mon pouls battre dans mes oreilles, mais gardais un visage calme. Ça s'appelle la responsabilité. Le ton de Valérie devenait plus froid, plus tranchant. Franchement, Isabelle, nous avons été patients avec vous. Mais vous avez toujours été un peu contrôlante. Tout doit être à votre manière. Vous vous immiscez dans notre vie, dans celle de Léo. Et maintenant vous jouez la victime, parce qu'on demande un peu d'aide. Ces mots piquaient, plus que prévu. Mais ne me surprenez pas. Je vous ai aidé pendant des années, disais-je doucement. À eux de sans question, inconditionnel. Mais vous avez pris ma gentillesse pour de la faiblesse. Valérie croisait les bras. Écoutez, si c'est trop pour vous, dites-le. Mais ne faites pas comme si vous étiez une martyre. Vous vouliez être impliquée. Vous aviez besoin de nous. Mathieu ne me regardait toujours pas. C'est alors que je le voyais clairement. Il n'allait pas l'arrêter. Jamais elle pouvait dire ce qu'elle voulait. Et il resterait là, passif, complaisante, silencieux. Et là, quelque chose en moi se brisait pleinement. Je me levais. Je n'ai pas besoin qu'on ait besoin de moi. Valérie, j'aime Léo, mais je ne serais pas manipulée avec lui comme levier. Ma voix était stable, basse, mais chaque mot frappait comme un marteau. Les lèvres de Valérie se tordaient. Manipulée. Personne ne manipule. Non, je prenais une lente inspiration. Alors considérez ceci ma décision finale. La carte de crédit sera annulée. Il n'y aura pas d'allocation. Si Léo a besoin de quelque chose, je m'en occuperai directement. Vous n'aurez plus accès à mes comptes. Son visage pâlissait un instant. Son masque glissait. Je voyais la panique briller derrière ses yeux. Mathieu parlait enfin, à peine un murmure. « Maman, ne fais pas ça. » Je le regardais. Vraiment, mon fils, là, comme un garçon trop effrayé de contrarier sa femme. Trop faible pour défendre sa mère. Je le fais déjà, disais-je doucement. Puis je sortais. Les jours suivants étaient calmes. Trop calmes. Je savais mieux que de confondre silence avec paix. C'était le genre de calme avant une tempête. Pas du soulagement, mais du calcul. Ils n'avaient pas fini. Ils se regroupaient. Valérie n'appelait pas. Mathieu n'envoyait pas de texto. Je ne tendais pas la main non plus. Mais venait la riposte. 2 semaines plus tard, un message de Mathieu. « Maman, je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse une petite pause dans les visites pour l'instant. Léo est confus. » On ne veut pas l'exposer à des tensions inutiles. Tensions inutiles. Mes mains tremblaient en lisant. Ils utilisaient Léo. Mon Léo, comme levier maintenant, comme je le savais. Pas avec des menaces directes. Non, ils étaient trop prudents. Toujours encadrés comme de la sollicitude. Pour protéger le bien-être émotionnel de Léo. Toujours la même tactique. Me punir en coupant l'accès à la seule personne qui m'aimait inconditionnellement. Je fixais le message longtemps,
avant de répondre. Je comprends. Je ne mettrai pas Léo au milieu. Dis-lui que mamie l'aime très fort. Pas d'accusation, pas de supplication, juste un message stable. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir supplier, mais à l'intérieur, la douleur était aiguë, brute, presque suffocante. Cette nuit-là, bien après minuit, mon téléphone vibrait. Je tâtonnais, encore à moitié endormi. Un texto de Léo. Mamie, puis-je t'appeler? Tu me manques. Je fermais les yeux, pressais ma main sur mon cœur. Sa petite voix venait par le récepteur, murmurante, car il craignait d'être entendu. Je ne comprends pas. Mamie, disait-il doucement. Ai-je fait quelque chose de mal? Maman dit qu'on ne devrait pas te voir, parce que tu rends les gens tristes. Les mots me coupaient comme du verre. Non, mon chéri, murmurai-je, voix brisée. Tu n'as rien fait de mal. Les adultes prennent parfois des décisions compliquées. Mais tu es mon garçon brillant. Parfait. Et je t'aimerai toujours. Il reniflait à l'autre bout. J'entendais sa petite voix essayer d'être courageuse. Je veux te voir. Je veux venir chez toi. J'essuyais mes larmes discrètement, pour qu'il n'entende pas. On se verra bientôt. Mon chéri, je promette. Et quand on le fera, on fera un autre gâteau de château. Comme avant. Il gloussait doucement. Avec un gros volcan, je souriais à travers la boule dans ma gorge. Le plus gros. Après avoir raccroché, je restais dans le noir longtemps, fixant rien. Ma poitrine brûlait de chagrin. Mais dessous, quelque chose de plus froid, de plus net grandissait. Ils pensaient pouvoir me contrôler en coupant ce que j'aimais le plus. Ils avaient tort. Ils venaient de me montrer jusqu'où ils étaient prêts à aller. Et maintenant, j'étais tout aussi prête. Je n'agissais pas tout de suite. C'est ce qu'ils attendaient, une mère. Désespérée, émotive, prête à supplier. Je leur donnais le silence à la place. Mais derrière ce silence, je bougeais. Je commençais petit, discrète. J'ouvrais un compte fiduciaire au nom de Léo. Silencieux, légal, protégé. Tout cadeau, tout soutien que je voulais lui donner irait directement dans ce compte. Plus par Mathieu, plus d'accès pour Valérie. Mon conseiller financier, Monsieur Dubois, le gérait avec le même professionnalisme calme de toujours. Personne sauf vous et Léo n'aura accès, assurait-il. C'est complètement verrouillé. Je hochais la tête. Bien, je veux ça blindé. L'étape suivante venait encore plus discrète. Je rassemblais chaque document possible. Chaque transaction faite par Valérie avec ma carte. Chaque texto. Chaque relevé bancaire. Chaque conversation où Mathieu essayait de cadrer comme « juste un peu plus d'aide ». Je les imprimais tous, les triais soigneusement, les verrouillais dans mon petit coffre ignifugé. Je ne prévoyais pas encore de les confronter. Mais si c'était le jeu qu'ils voulaient jouer, j'étais prête. Qu'ils pensent que c'est... que le me faisait. Qu'ils croient que j'étais trop vieille, trop douce, trop fatiguée. Ils ignoraient que le silence ne signifie pas la faiblesse. C'était une leçon qu'ils apprendraient bientôt. Les soirs, je cuisinais encore, jardinais, m'asseyais près de la fenêtre, regardant les moineaux se poser près de la mangeoire dehors. Ma routine ne changeait pas en surface. Tout semblait pareil, mais à l'intérieur, tout changeait. Je ne me battais plus pour leur approbation. Je me battais pour reprendre ma place. C'était fin d'automne, quand le changement en moi se solidifiait. Les arbres dehors se tenaient nus, dépouillés de leurs feuilles, exposés, vulnérables. Mais toujours debout. J'en avais fini d'attendre. J'avais passé trop d'années à excuser leur comportement, me disant que Mathieu était sous pression, que Valérie était juste tendue. J'avais expliqué chaque affront, chaque manipulation, chaque moment où il me réduisait à un rôle. Babysitter, portefeuille, femme de ménage, rien de plus. Mais maintenant je voyais ce que c'était. Du contrôle. Il ne voulait pas juste mon aide. Il voulait mon silence, mon obéissance, mon effacement complet
Et je l'avais permis. J'avais échangé des morceaux de moi, encore et encore, espérant garder ma place dans leur petite famille parfaite. Mais chaque fois que je donnais, ils en voulaient plus. Fini. Je m'asseyais à ma table de cuisine, la même où j'avais accepté de donner ma carte de crédit il y a des mois, et je prenais une décision. Je ne serais pas victime de chantage avec mon amour pour Léo. Je sortais mon classeur, celui soigneusement rempli ces derniers mois, avec des reçus, relevés bancaires, notes, chaque euro siphonné par Valérie, chaque demande de Mathieu, chaque conversation manipulatrice documentée. Je commençais à l'organiser. Plus juste pour moi, pour une possible action légale. Je n'étais pas naïve. Je savais que ça pourrait devenir plus laid. Valérie ne se rendrait pas sans combattre. Elle utiliserait Léo, si nécessaire. Elle tordrait chaque récit pour me faire paraître contrôlante, instable. Mais cette fois, je n'entrerai pas dans cette bataille désarmée en feuilletant les pages. Mon téléphone s'allumait à côté. Un autre texto de Mathieu. « Salut, maman, juste pour vérifier. J'espère que tu vas bien. » Valérie dit que Léo est émotif ces temps-ci. Peut-être qu'un peu d'espace est mieux. Une menace soigneusement enveloppée, déguisée en sollicitude. Je fixais longtemps, puis faisais quelque chose de nouveau. Je ne répondais pas. Je les laissais dans leur silence. Car j'avais du travail. Ce n'était pas de la vengeance. Pas même de la colère. C'était reprendre ma dignité. Protéger la seule personne qui comptait vraiment. Je n'attendais pas l'appel de lui. C'était en fin d'après-midi. Quand le téléphone sonnait, je faillis ne pas répondre. Le numéro était inconnu. Mais quelque chose me disait de décrocher. Isabelle. C'est Philippe Lambert. Je me figeais. Philippe Lambert, 65 ans, le père de Valérie. Nous n'avions échangé que des salutations polies au fait. Toujours distant, réservé, l'observateur silencieux, pendant que Valérie orchestrait chaque réunion familiale. Comme une performance. « J'espère que ça ne dérange pas », continuait-il, voix calme, mais sérieuse. « J'ai entendu des choses, je voulais vous parler directement. » Je ne disais rien d'abord. Ma garde élevée. Pourquoi maintenant ? Pourquoi lui ? Il s'éclaircissait la gorge, choisissant ses mots. Valérie n'est pas honnête avec vous. Isabelle, depuis longtemps, les dépenses, les dettes, la dépendance constante à vos finances. C'est pire que vous ne le savez. Mon souffle se bloquait. Il ne défendait pas sa fille. Il confirmait tout ce que je savais. Et pire, j'ai essayé de parler à Valérie en privé, disait-il doucement. Mais elle refuse d'écouter. Mathieu l'encourage. Et franchement, ce n'est pas viable. J'ai atteint ma limite. Isabelle, j'aime mon petit-fils, je tiens à cette famille. Mais je ne les regarderai pas vous tirer vers le bas. En se cachant derrière Léo, sa voix s'adoucissait. Vous les avez portés assez longtemps. Je restais là, serrant le téléphone, essayant de comprendre ce qui se passait. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» demandai-je, voix à peine un murmure. « Parce que je vois où ça va, » disait-il. « Et parce que vous êtes la seule à agir comme une adulte. » Une longue pause, puis son ton devenait ferme, stable. « Isabelle, vous devez vous protéger légalement, prendre le contrôle de vos finances, vos droits de grands-parents, votre avenir. Et si vous êtes d'accord, je peux aider. » Je clignais, stupéfaite. « Aider comment ? Mon cabinet a d'excellents avocats, » disait-il. « Des spécialistes dans ces cas, coercition financière, exploitation des aînés, droit de garde. Je couvrirai les frais. Ma fille est peut-être têtue, mais je ne la laisserai pas vous détruire. » Ni Léo, le poids de ses mots pressait ma poitrine. Après des mois d'isolement, à me sentir acculée, seule, son offre semblait un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. Pour la première fois depuis des mois, je me permettais d'espérer. « D'accord », disais-je doucement. « Parlons, car je ne préparais plus discrètement. J'avais des alliés, et Valérie ignorait que le sol se dérobait sous ses pieds. Les semaines suivantes avançaient prudemment.
délibérément. Philippe me mettait en contact avec son avocate, une femme vive, posée, nommée Maître Claire Beaumont, 45 ans. Dès que nous nous asseyions ensemble au cabinet Beaumont, à Aix-en-Provence, je savais être entre de bonnes mains. Ce genre de cas, disait Claire doucement, tapotant son stylo sur un épais dossier de ma documentation. C'est plus courant que vous ne pensez. Isabelle, l'abus financier commence souvent ainsi. La famille profite sous couvert d'amour. J'avalais difficilement. Je l'ai laissé arriver. Non, corrigeait-elle fermement. Vous leur avez fait confiance. C'est différent. Nous passions des heures à tout examiner. Je tendais mes dossiers, mes notes, mes enregistrements. Chaque conversation documentée discrètement. Chaque transaction de Valérie sous la promesse d'aider Léo. Claire l'exposait clairement. L'exploitation financière, la manipulation émotionnelle, le schéma de contrôle via l'accès à Léo. C'est solide, disait-elle enfin. Nous allons créer des protections légales complètes, indépendance financière, droit de visite, conditions pour empêcher toute coercition future. Sa voix était stable, mais ses yeux s'adoucissaient en me regardant. Vous avez porté trop, Isabelle. Ça s'arrête maintenant. Avec le soutien de Philippe, les documents légaux étaient rédigés rapidement. Nous créions un nouveau trust pour protéger mes actifs complètement. Tout accès que Mathieu et Valérie avaient y était révoqué. Le compte fiduciaire pour Léo était entièrement sécurisé. Personne sauf moi et le tuteur désigné par le tribunal, s'il m'arrivait quelque chose, ne pouvait y toucher. Mais le document le plus important était l'accord de visite préparé par Claire. Ils combattront ça, avertissait Claire. Surtout Valérie. Mais vous avez du levier maintenant. Je hochais de la tête. Je n'ai plus peur. J'avais eu peur trop longtemps. Peur de perdre l'accès à Léo. Peur de la confrontation. Peur d'être mise à l'écart complètement. Mais la peur m'avait rendue plus petite. Et j'en avais fini de me rapetisser. En finissant les papiers, Claire s'adossait, m'étudiait attentivement. Isabelle, êtes-vous prête pour la confrontation? Je n'hésitais pas. Oui, disais-je. Je veux qu'ils me voient debout sur mes propres pieds 7 fois. Je n'entre pas chez eux comme une mère désespérée d'approbation. J'entre comme une femme qui reprend ce qui est à elle. La réunion se tenait au cabinet Beaumont à Aix-en-Provence. Terrain neutre, contrôlé. J'arrivais tôt. Philippe était déjà là, calme comme toujours, sirotant son café discrètement. Il me hochait la tête en soutien silencieux. Sa présence stabilisait ma respiration. 15 minutes plus tard, ils arrivaient. Valérie entrait en trombe, ses talons claquant contre le sol de marbre, menton levé, comme si elle entrait dans un tribunal qu'elle avait déjà gagné. Mathieu suivait. Paul, Raïda, évitant mes yeux. Claire les accueillait poliment. Ton professionnel, mais frais, merci d'être venu. Asseyez-vous. La table de conférence semblait immense. Valérie s'asseyait en face de moi, s'adossant, bras croisés, son mince sourire déjà condescendant. Alors, commençait-elle légèrement. De quoi s'agit-il? Un autre malentendu. Claire ouvrait le dossier lentement, délibérément. Madame Dupont, disait-elle calmement, cette réunion concerne une inconduite financière. La manipulation continue de ma cliente, Madame Isabelle Moreau. Les yeux de Valérie se rétrécissaient. Manipulation, répétait-elle, feignant l'offense. Êtes-vous sérieuse? Nous n'avons fait qu'inclure Isabelle dans notre famille. Elle offrait son aide. Nous ne l'avons jamais forcée. Mathieu s'agitait, mais restait silencieux. Claire restait composée. Examinons les registres. Page après page glissait sur la table. Relevé bancaire, historique de transactions. La liste détaillée des achats de luxe. Dates, montante, lieu. Impossible de contester. Le visage de Valérie rougissait, en feuilletant les preuves. C'est exagéré, lançait-elle. C'était des dépenses familiales, des besoins domestiques. Sacs à main de luxe, demandait Claire.
voix calme. Maître enchante, retraite spa. Articles de design, abonnements à des clubs exclusifs. La voix de Valérie montait. Je travaille dur. Je mérite un peu. Vous ne méritez rien de ma cliente. Interrompait Claire vivement. Vous avez eu un accès temporaire sous la promesse de soutenir Léo. Au lieu de cela, vous avez exploité cette confiance. Valérie jetait un regard furieux à Mathieu, qui restait figé, main tremblant légèrement. Je parlais enfin, voix basse, mais stable. Vous m'avez traitée de contrôlante pendant des années. Valérie, vous m'avez accusée d'interférer, d'être dramatique, de ne pas connaître ma place. Je me penchais, voix plus aiguë, mais je connais ma place. Et ce n'est pas sous vous. Pour la première fois, Valérie n'avait pas de réponse immédiate. Claire continuait doucement. À partir de cet instant, tout accès financier est révoqué. Des protections légales ont été déposées pour sauvegarder chaque actif restant. De plus, nous avons soumis une documentation pour un accord formel de visite, assurant la relation continue de ma cliente avec son petit-fils sans interférence. La bouche de Valérie s'ouvrait, mais Philippe parlait enfin. « Ne commence même pas. Valérie. » Sa voix était froide, de l'acier dans chaque mot. Tu as creusé ce trou assez longtemps. Soit tu respectes ces termes, soit tu te prépares à une enquête légale complète sur l'exploitation financière qui ne finira pas bien pour toi. Le silence qui suivait était épais. Mathieu levait enfin la tête, yeux humides. « Yeah, je ne voulais pas ça. »« Maman, murmurait-il. Je tenais son regard. Tu l'as permis. » Les lèvres de Valérie se serraient, mais elle ne disait rien. Elle savait être acculée. Claire tapotait son stylo légèrement contre la table. « Procédons avec l'accord. » Pour la première fois depuis des mois, je le sentais. Pas de la colère, pas même du triomphe, du contrôle. Je hochais la tête. « Oui, procédons. » Une instante, je pensais que Valérie pourrait tenter de reprendre le contrôle. Elle ouvrait la bouche, comme pour lancer une autre défense. Un monologue répété. Mais avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, Mathieu craquait. Ça commençait par une respiration faible, puis sa tête tombait dans ses mains. Enfin, les mots jaillissaient. « Je ne peux plus faire ça, » murmurait-il. Voix fine, craquante. « Je ne peux pas prétendre que c'est normal. » La tête de Valérie se tournait vers lui, Mathieu. Mais il ne s'arrêtait pas. Ses mains tremblaient. En parlant, comme si le poids des années s'abattait sur ses épaules d'un coup. Elle a raison. Valérie, maman a raison. On lui prend depuis des années. On se disait que c'était pour Léo, pour la famille. Mais on l'a saigné à blanc. Sa voix s'amplifiait, étouffée par la culpabilité. Je t'ai laissé tout contrôler. Je t'ai laissé me faire croire qu'elle nous devait. Et je restais là, sans rien dire, pendant que tu l'humiliais encore et encore. Le visage de Valérie pâlissait. « Ne t'avise pas de mettre ça sur moi !» Mais il continuait. « Sur qui d'autre ?» Sa voix craquait en un murmure brut. « Toi, moi, nous deux. Je suis restée là, pendant que tu la traitais comme rien d'autre qu'une servante. » La pièce était douloureusement silencieuse. Je restais immobile, calme, regardant mon fils affronter enfin la pourriture qui grandissait depuis des années. « Je suis désolée. Maman, » murmurait-il. « J'aurais dû te protéger. J'aurais dû lui tenir tête. J'aurais dû arrêter ça il y a longtemps, pour la première fois dans cette épreuve. » Je voyais un aperçu du garçon que j'avais élevé. C'est lui qui s'accrochait à ma main, effrayé par les orages. C'est lui qui me faisait confiance de tout son cœur. Mais ce garçon était parti depuis longtemps, et l'homme devant moi était brisé par la faiblesse, la peur, des années de complaisance. Je ne parlais pas. Je le laissais dans le silence de sa propre culpabilité. Les mains de Valérie se serraient en poing, sa voix basse, vicieuse maintenant. « Tu es pathétique. » Philippe intervenait, avant que quiconque ne réponde. Sa voix froide, stable. « Si l'un de vous conteste cet accord, vous n'aimerez pas ce qui suivra, » avertissait-il. « Vous avez eu de la chance jusqu'ici.
Valérie. Beaucoup de chance. Mais vous avez franchi toutes les lignes. Légal, Morales. Les yeux de Valérie s'agitaient, calculant. Elle était acculée. Mais même dans la défaite, elle refusait de se rendre pleinement. Elle ne disait rien, restait là. Son silence plus tranchant que les mots. Claire poussait les documents. Signaise. Mathieu tendait la main en premier. Et lentement, à contre-cœur, Valérie suivait. L'accord était... scellé. Je me levai de la table. Calme, composait. Nous en avons fini ici, disais-je doucement. Et pour la première fois, je me sentais libre. Les papiers étaient faits. Les signatures en place. La dynamique de pouvoir changer pour toujours. Mais l'après n'était pas propre. Ça ne l'est jamais. Les jours après cette réunion, les appels commençaient. Pas de Valérie. Bien sûr, elle se taisait, mijotant dans sa colère, sans doute tissant un récit. Ou elle était la victime? Non, c'était Mathieu, qui continuait d'appeler, laissant des messages que je ne retournais pas, des messages oscillants entre culpabilité, chagrin, désespoir discret. « Maman, s'il te plaît, je sais que je t'ai déçue, que j'ai tout gâché, mais ne pouvons-nous pas essayer de réparer? Pour Léo, Valérie est furieuse, mais je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas que Léo te perde. Maman, ne me ferme pas complètement. » J'écoutais chaque message, chaque mot, et ne disais rien. Car en vérité, je n'avais pas besoin. Le mal était fait. Philippe m'appelait quelques jours plus tard pour la mise à jour finale. Valérie et Mathieu ont accepté, à contre-cœur, de suivre un conseil financier sous supervision légale, dans le cadre de l'accord de Claire. S'ils refusent, je retirerai tout soutien familial dont ils dépendent. Ils savent qu'ils n'ont plus de levier, disait-il simplement. Et franchement, ils devraient être reconnaissants que les conséquences ne soient pas pires. Je ne répondais pas. Je hochais juste la tête. Je ne me sentais pas victorieuse, ni triomphante. Je me sentais claire. Ce n'était pas de la vengeance. Ça ne l'avait jamais été. C'était ne plus être piégée dans la toile qu'ils avaient tissée autour de moi pendant des années. Et surtout, c'était pour Léo. Le premier week-end après que la poussière légale s'était posée, la sonnette retentissait. En ouvrant, il était là, mon doux garçon, tenant un petit sac à dos, yeux grands, nerveux. Maman a dit que je pouvais rester pour le week-end, disait-il doucement. Si tu veux de moi, je m'agenouillais, gorge serrée. Bien sûr que je veux de toi, mon chéri. Ses petits bras s'enroulaient autour de mon cou. Et pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer, vraiment respirer. Derrière lui, Mathieu se tenait maladroitement au trottoir, observant, attendant, mais n'osant pas approcher. Il savait, nous savions tous deux, désormais, tout se passerait à mes conditions.